Bonjour et bienvenue dans Lisa Papote, numéro 2. Alors, visiblement ça vous a plu ce petit truc et j'ai reçu des questions. Alors, j'ai reçu trois salles de questions dont deux des sujets étaient communs. Voilà, donc comme j'ai une thématique historique qui arrive en septembre, je vais balancer une des questions sur celle de septembre. Comme ça me permettra de faire une liaison avec ma thématique de septembre. Et aussi parce que il y a des choses comme ça que je n'avais pas envie de faire à la va-vite très rapidement. Donc je remercie à la fois Laura et à la fois Clem, donc Clem c'est Clémence, qui m'ont envoyé deux salves de questions. Parce qu'en fait, elles m'ont envoyé toutes les deux questions chacune, mais deux questions assez politiques. Alors c'est pas vraiment, vous le savez, le genre de la chaîne ni moi, même si je n'ai pas de langue de bois et je pense que vous le savez. En plus, une des deux questions mérite vraiment un papotage à lui tout seul, et comme j'ai donc une thématique sur la thématique historique à la rentrée qui se passe sur ça, enfin en gros qui peut être attachée à ça, je me suis dit que le mieux c'est que je la balance au mois de septembre. Donc je vais vous dire les deux questions de juillet et les deux questions de septembre. En août il n'y en aura pas, parce que j'estime que c'est quand même pas mal de pouvoir en parler aussi, mais d'une autre manière. Alors, Laura m'avait posé la question telle quelle. La première, c'était beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux font un parallèle entre la montée du nazisme au début du XXe siècle et notre période actuelle. Qu'en penses-tu? Et la deuxième question, c'était ton avis sur la couverture médiatique des violences physiques, matérielles ou insultes perpétrées dans et en dehors des matchs de foot. Voilà. Et Clem m'a demandé que penses-tu de la rentrée littéraire de janvier et de septembre? N'est-ce pas trop? Et deux, et vous allez voir la relation. Elle m'en a posé une troisième, c'est vrai. Et trois, donc la deuxième, c'était qu'as-tu pensé de la victoire du PSG en Ligue des Champions et du foot français en général? Et quels sont les sujets thématiques dont tu ne parles jamais en public, uniquement en privé et encore? Voilà. Donc, je me suis dit que ça serait quand même pas mal de pouvoir faire des liaisons avec ce que je fais. Alors, les deux premières questions de juillet, les deux questions de juillet vont être les deux questions, une sur la rentrée littéraire, l'autre sur la victoire du PSG. Donc, on va parler aussi du foot, qui fait un écho à la question de Laura. Et le Lisa Papote numéro 3 en septembre parlera donc de la première question de Laura pour une raison plus générale, puisque en septembre, la thématique historique, c'est sur les lois de Nuremberg, puisqu'on me l'a demandé plusieurs fois, et que je me suis dit que ça serait quand même pas mal, en parlant des lois de Nuremberg, de parler de cette montée du nazisme de l'époque, et peut-être du monde actuel, c'est-à-dire vu le bordel ambiant au moment où j'enregistre. Comment vous expliquer? On n'est pas sûr d'être là en septembre. Voilà. Donc non, mais si, mais dans quel état? Voilà. Et la deuxième partie de septembre sera donc quels sont les sujets thématiques, etc., dont tu ne parles jamais en public, uniquement en privé et encore. Voilà, donc ça, je pense que ça peut être assez sympa de le développer, mais voilà, donc ça sera les deux prochains papotes. Enfin, le prochain papote de septembre. Donc, Lisa Papote numéro 2 de juillet commence donc par que penses-tu de la rentrée littéraire de janvier et de septembre? N'est-ce pas trop? Donc, vous savez, le truc, c'est en gros 15 minutes grand maximum par thématique. 15-20 minutes grand maximum. Alors, qu'est-ce que je pense de la rentrée littéraire de janvier et février enfin, de janvier et de septembre? Alors, du bien, oui, du mal, pas forcément. Moi, je trouve que c'est pas mal d'avoir des nouveautés. Forcément, ça laisse évidemment la possibilité à des primo-romanciers d'arriver sur le marché, de se faire connaître, à des plus, on va dire, plus connus, ou en tous les cas plus souvent publiés, de venir avec leurs nouveautés. Donc ça, il n'y a pas de souci. Le seul truc qui me gêne très souvent,
c'est le nombre hallucinant qui arrive. C'est-à-dire que quelquefois, vous avez entre 600 et 800 livres qui arrivent en septembre et 400 à 600 qui arrivent en janvier. Sur ces livres-là, je pense, même pour un chroniqueur ou un journaliste littéraire, c'est quasiment impossible de lire 800 livres pour septembre. Enfin, je pense pas. Je pense qu'ils font un écrémage, comme beaucoup, parce que les maisons d'édition vont plus vanter celui-là que celui-là, parce qu'il va avoir un espèce d'émolution pour une nouveauté qui arrive, une nouvelle qui arrive, quelqu'un qui est nouveau, ou quelqu'un qui est traduit et qui a fait un gros carton dans son pays, ou parce que la thématique du roman va être porteuse de l'actualité, va être porteuse de l'ère du temps, parce qu'on voit beaucoup de romans qui sont dans l'ère du temps, sur le féminisme, sur le mouvement MeToo, sur le racisme, sur l'inclusion, sur le machin, donc ça arrive, et maintenant de plus en plus ça commence à arriver sur l'histoire, alors pas forcément quelquefois de l'histoire pure, hein, voilà, des romans historiques, alors quelquefois bien documentés, quelquefois particulièrement très légers, voire carrément invraisemblables, mais dans l'état actuel, la rentrée littéraire de janvier et de septembre ne me pose aucun problème. Le seul problème qui me peut poser, et c'est ce qui est biaisé par rapport à ce qu'on voit nous en tant que lecteurs et suiveurs de certaines personnes, que ça soit des journalistes, des chroniqueurs officiels, des gens qui travaillent à la radio, dans les médias, dans les magazines, à la télévision, etc., ou des influenceuses et influenceurs livresques, que ça soit sur TikTok, YouTube, les blogs, Twitch, et j'en passe et des meilleurs. Le seul souci, c'est que ces gens-là reçoivent des SP. Voilà, ils sollicitent beaucoup de SP aussi, surtout les influenceurs, mais certains ont un partenariat avec une certaine maison d'édition. Certaines ne demandent que certaines choses, parce qu'elles ne vont pas lire d'autres qui ne les intéressent pas. Et moi, j'ai remarqué depuis, je crois, 6-7 ans, que c'est souvent les mêmes livres qui reviennent à la rentrée littéraire. Je parle hors magazine, et même dans les magazines, c'est très souvent les mêmes. C'est très souvent les mêmes maisons d'édition, sachant qu'en plus il y a les prix littéraires qui arrivent derrière, donc forcément les maisons d'édition ont leur tête de pont qu'ils sont sûrs d'avoir un prix avec, enfin qu'ils pensent qu'ils peuvent être sûrs d'avoir un prix avec, et donc forcément ils influencent, parce que les attachés de presse sont là pour ça. Sont là pour vanter leur bouquin, vanter un bouquin, en parler le plus possible, et dès qu'il y a un peu d'émulation autour de ce livre, de continuer à le promouvoir. Mais c'est leur boulot, c'est normal, voilà, c'est évident. Et plus un livre gagne des prix, et plus il a une longévité impressionnante, et plus vite il va aller en livre de poche, et plus vite on va vendre encore plus de bouquins, ce qui est normal. Mais les personnes qui, comme moi, lambda, ne reçoivent pas de SP, n'ont pas un budget livre de 40 000 € par mois, parce que ils ne sont pas payés pour lire toute la journée, c'est impossible de suivre ça. Enfin, moi, je vois, par exemple, pour la rentrée littéraire de septembre, j'ai 5 livres sûrs que je veux lire, plus pratiquement 8 que j'ai repérés que je veux lire aussi, mais je vais les étaler sur 6 ou 8 mois. Et j'ai pas fait la rentrée, il n'y a pas la rentrée littéraire de janvier dans mon truc, c'est que la rentrée littéraire. Il y en a un de la rentrée littéraire de janvier dernier, donc de 2025, que j'ai pas encore lu, donc pour vous dire que j'ai juste repéré en janvier, et tous les autres, c'est rentrée littéraire de septembre, de fin août jusqu'à fin septembre. Donc ça veut dire que si vous les achetez tous, c'est un budget, vous en avez pour 400 €. Moi, j'ai pas 400 € à mettre dans des livres neufs par mois, c'est hors de question. D'ailleurs, premièrement, c'est hors de question. Sauf si je les avais, mais si j'avais 10 000 € par mois, oui, je peux me permettre de payer 400 € tous les mois de bouquins. Mais la vie actuelle, les actualités font que vous vous dites, putain, à quelle sauce on va manger derrière, et ça, c'est pas possible. Alors après, ça donne des opportunités de lire des choses que vous n'auriez pas forcément lues,
parce qu'ils vont être mis en lumière, parce que vous avez un éventail assez large de ce qui se fait. Mais le seul regret que j'ai, c'est que pourquoi c'est pas autant étalé dans l'année. Voilà. Et pourquoi on ne fait pas une rentrée littéraire pour les auto-éditer. Voilà. Pourquoi on ne fait pas ce genre de choses? Pourquoi en février, par exemple, il n'y aurait pas la rentrée littéraire des auto-édités? Bon, ça m'arrange, je sors mes romans en février. Mais ça pourrait être. Ça pourrait être, par exemple, je ne sais pas, juin, la rentrée littéraire des auto-édités. Parce que vous ne pouvez pas exister, si vous êtes un auteur pas connu, face aux mastodontes qui arrivent derrière. Voilà. Moi, il y a des romans que j'ai remarqués, là dans ma liste à moi, qui, à mon avis, vont passer à la trappe, vont être lus par les élites, quoi, enfin par les 3 personnes qui auront envie. Mais il y en a certains que non. Par exemple, Laurent Godet, c'est sûr qu'il va arriver en tête de pont. Voilà, parce que je vois les maisons d'édition qui commencent déjà à faire de la publicité, à faire des trucs sur les réseaux sociaux, à attaquer le chaland en disant « Venez à nous, petits lecteurs », sans compter, évidemment, tout ce qui va arriver sur les réseaux sociaux. Mais je vous dis, l'année dernière, j'ai remarqué, c'était toujours les mêmes livres. Toutes les influenceuses avaient les mêmes bouquins des mêmes maisons d'édition. Et quelquefois, j'ai envie de leur dire, mais putain, sortez de votre zone de confort, de vos partenariats, allez voir un bouquin qui vous intéresse vraiment, arrêtez de me vanter des bouquins. Alors, ils sont tous fantastiques. Hein, moi, l'année dernière, j'étais effarée, parce qu'il y en a 2 ou 3 que j'avais de commun après, que j'ai lu après la rentrée littéraire, style novembre, décembre, janvier, février. Et il y en a 2 ou 3 que j'ai lus, que je me suis dit, mais comment ils ont pu vanter ce truc-là, quoi. Et j'étais pas la seule à penser que c'était pas génial, quoi. Donc, je sais pas quelle est la relation, quelquefois, avec cette histoire de tout sort en même temps, on est noyé sous les bouquins, même les libraires doivent être noyés, parce que comment ils peuvent vendre, enfin, exposer, mettons, 600 bouquins en septembre, comment ils peuvent montrer 600 bouquins dans leur boutique en les ayant tous lus et en donnant un avis sincère. Voilà, parce que les libraires, et je parle des vrais libraires, hein, pas des libraires qui sont là que pour vous vendre un bouquin, qui n'ont jamais lu. Moi j'en ai une de librairie, vous rentrez, vous demandez un truc, ils vous renvoient forcément sur le livre que la maison d'édition veut absolument promouvoir. Alors, même s'ils l'ont pas lu, enfin moi j'ai entendu des trucs, ah vous voulez lire ça sur ça, bah celui-là il est très bien, et alors que moi je l'avais lu et ça parlait pas du tout de ce thématique-là. Et d'ailleurs j'avais dû lever les yeux au ciel, la dame m'avait dit vous l'avez lu, j'ai dit oui, et j'ai dit mais excusez-moi c'est pas du tout ce que vous avez demandé, allez lire plutôt celui-là quoi. Et en tant que lectrice et acheteuse, j'avais conseillé la femme parce que les personnes qui étaient là c'était des vendeurs, c'est pas des libraires. Moi pour moi des libraires c'est des gens qui vont lire et qui selon vos goûts, vont vous dire « Ah, vous lisez ça d'habitude, mais celui-là, peut-être qu'il vous intéressera. » Et qu'il l'a lu vraiment, qu'il va pouvoir vous en parler, pas avec les mots de l'attaché de presse, pas parce qu'il a eu un résumé détaillé du bouquin. Non, non, parce qu'il a ressenti des choses. Voilà. Et c'est ça qui me pose un problème dans la rentrée littéraire. C'est uniquement ça, parce que le reste, après, les maisons d'édition, elles font ce qu'elles veulent. Si elles veulent sortir 25 livres en septembre et 25 livres en janvier, et après pendant 2-3 mois essayer d'en sortir 1 ou 2 ou 3 ou 4 en tête des ventes, ben elles ont le droit. Voilà, simplement, quand vous voyez la liste qui arrive, vous vous dites, les petites maisons d'édition, je ne sais pas comment elles survivent, quoi. Je ne sais pas comment elles font pour se tailler un chemin au milieu des mastodontes et des... Alors bon, les têtes de pont, évidemment, tout le monde attend le dernier no-tombe, tout le monde attend le dernier machin. C'est évident, mais eux, ils sont hors catégorie, ils pourraient sortir dans une autre partie de l'année. Ça serait un carton quand même, à part qu'ils sortent là parce qu'il y a les prix littéraires derrière et que forcément leurs maisons d'édition veulent des prix littéraires. On sait ce que ça vaut un Goncourt, voilà, on sait ce que ça rapporte un Goncourt à l'auteur, mais en termes de prestige, mais aussi en termes de sous-sous. Parce que vous savez très bien qu'ils vont en écouler 300 000 exemplaires, parce qu'à la fin de l'année, vous ne savez pas quoi offrir à tonton ou à tata, vous allez acheter le Goncourt. Ou le Femina, ou le Renaudot, ou le Flore, ou ce que vous voulez, mais c'est ça, c'est automatique. Voilà, eux, ils visent ça. Mais nous, moi, en tant que lectrice, est-ce que je vise ça? Non. Moi, je vise les émotions, je vise un plaisir de lecture, d'être à fond dans ma lecture, de vraiment
adorer le passage, les mots, les machins, l'histoire, le personnage détester, le personnage haïr l'auteur qui a voulu faire tuer mon personnage. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Voilà, mais c'est ça. Mais après, sur cette question-là de Clem, voilà, je trouve que c'est trop concentré. Voilà. Après, je suis juste une lectrice. Je vous dis, je ne reçois pas de SP. Il n'y a aucune maison d'édition qui vient vers moi pour me proposer un SP, parce que je ne les intéresse pas, parce que je ne suis pas visible pour eux, et que, en gros, je ne fais pas des shorts, je ne fais pas des réels, je ne fais pas de la surexposition, je ne fais pas des petites danses de la pluie pour montrer, machin, je ne me mets pas des clochettes autour de la tête. Juste parce que j'ai juste envie, moi, de continuer à aimer ce que j'aime dans la lecture, c'est-à-dire le livre, les mots de l'auteur, l'univers de l'auteur, sa façon de faire. Et j'adore quand un auteur parle de son bouquin, parce que, et pas en 10 secondes chrono dans un short ou machin, vraiment quand la personne, elle est là et qu'elle explique comment elle est venue à ça, comment elle a écrit, et qu'elle, entre guillemets, qu'elle défend son livre, même si vous ne l'aimez pas. Mais quand vous êtes un lecteur, même si vous n'avez pas aimé un livre, l'auteur, s'il en parle avec la passion qu'il doit en parler, et vous avez qu'à voir quand moi je parle de mes bouquins, je m'excite la rondelle toute seule, je les aime mes romans, sinon je les sortirais pas. Voilà. Donc c'est un truc qui est viscéral, qui relève de la passion de l'écriture et de la passion. Moi je suis la première à m'embarquer avec mes histoires, c'est-à-dire si je relis un de mes bouquins après la correction, généralement quand je fais la correction, quand on me rend la correction, je corrige et je relis mon bouquin derrière pour voir si j'ai rien oublié. Et c'est là, si je m'embarque à ce moment-là de la lecture, qui doit être ma deuxième lecture, hein, parce que je ne relis pas mes bouquins avant de les envoyer à la correction. Enfin, je les relis une fois avant la correction, parce que des fois j'oublie des mots, je fais des conneries. Je mets trop de virgules, mais ça, chacun sa marotte, hein, chacun ses petits défauts. Mais les correcteurs sont là pour ça, pour nous dire, bah, qu'est-ce que c'est ce bordel? Voilà, pourquoi t'as mis tout ça? Voilà. Mais ils sont là pour ça, voilà, c'est ça de correction. Mais généralement, je les lis une fois avant de l'envoyer à la correction et une fois après avoir corrigé les corrections pour voir si j'ai rien oublié. Et à ce moment-là, si je m'embarque à la deuxième, et qui sera la dernière que je relirai, si je m'embarque à la deuxième, je peux le publier, le roman. Si à la deuxième lecture, je suis pas sûr. Je vous dis pas le nombre de romans, enfin, je dois en avoir 4 qui n'ont jamais abouti, qui sont finis, mais qui ne sortiront jamais. D'ailleurs, je pense les avoir détruit les versions papier. J'ai dû garder juste le fond sur un Word ou un PDF parce que je sais que je ne les sortirai pas. Parce que je ne m'étais pas embarquée, parce qu'il ne me plaisait pas. Moi, voilà, en tant que lectrice, il ne me plaisait pas. Voilà, je ne m'embarquais pas comme lectrice. L'auteur était content d'elle, mais la lectrice, elle était là. Oh, n'exagère rien quand même, hein, c'est pas non plus du Proust. Hein. Voilà, donc, enfin, c'est jamais du Proust chez moi, voilà, mais c'est du sous-Proust, c'est du sous. Voilà, vraiment dessous. Hein. Voilà. Mais est-ce que la rentrée littéraire m'attire plus? Non. Est-ce que ça me donne envie d'en lire plus? Non. Par contre, l'année dernière, j'en ai retiré 10. Je les ai lus sur presque... Enfin, j'en ai lu beaucoup au début, puis après, j'en ai lu jusqu'à, je crois, fin mars. J'ai lu tout ce que j'avais décidé de lire, et il n'y en a aucun où je me suis dit « Ah merde, tu t'es trompé ». Voilà. Mais j'ai choisi avec par-ci Moni. Voilà. Vraiment. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous, la rentrée littéraire, ça vous incite ou pas. Est-ce que vous allez suivre les conseils des influenceurs, des machins, etc. Moi non, perso non. Voilà, vous pouvez gueuler comme vous voulez, faire des shorts, machin, ça ne m'influence pas. Si j'ai pas envie de le lire, je n'irai pas le chercher. Je rappelle, je ne suis pas un mouton. Voilà, donc je ne me fais pas tondre et je n'achète pas des livres inconsidérément et à les empiler, à pas savoir quoi en faire. Non. Tous les livres qui sont derrière moi, que vous voyez des fois dans les vidéos derrière moi, enfin que vous voyez, puisque maintenant vous ne voyez plus, et tous les livres que j'ai, c'est des livres que j'ai lus. Voilà, mais qui ne sont pas forcément des grandes choses de la rentrée littéraire, mais voilà, moi je trouve que c'est pas mal si c'est bien fait, si ça donne envie. Voilà, après si c'est du matraquage, non.
Et donc, deuxième question, la question qui va être plus problématique pour Lisa. Parce que quand j'ai vu la question, je vais crever. Qu'as-tu pensé de la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions et du foot français en général? Alors, le foot français en général, comment je vais t'expliquer ça? Je peux m'ennuyer mortellement devant des matchs. Alors, je rappelle, je suis une fan de foot depuis que je suis petite. Et quand je dis fan de foot, petite, c'était, on m'emmenait déjà au stade, j'avais 2-3 ans. Voilà. Et je comprends le foot, hein. Je veux dire, j'ai pas eu besoin de 1998 ou de 2008 pour savoir ce qu'était un coup franc, un hors-jeu, une panenka ou quoi que ce soit. Voilà. Et de savoir qui étaient certains comme Copa, machin, mais même plus vieux, hein, Vasconcelo et la clique, le Guépard. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas de quoi on parle. Voilà, et j'ai toujours... Mes grands-pères aimaient le foot, j'avais des oncles qui aimaient le foot, mon parrain aimait le foot, mon père modérément, il y allait plus pour m'accompagner quand j'étais petite que pour lui, mais j'ai toujours vécu dans des villes qui aimaient le foot. Voilà, donc moi le football c'est un jeu que je trouve magnifique. Des fois c'est joué par des connards, des fois il y a beaucoup de connards dans le stade, mais intrinsèquement, le foot est un très beau sport. Comme tous les sports, hein, le ping-pong est un très beau sport, le tennis est un très beau sport. Quand vous parlez du sport lui-même, des gestes du sport en lui-même. Voilà, y a des gens qui adorent la pétanque parce qu'il peut avoir des très beaux gestes de pétanque, parce que vous allez arriver avec votre boule contre le cochonnet, sans faire bouger le cochonnet, ni le sable autour. Moi j'ai vu faire ça, je me demande comment ils font. Enfin bon bref, parce que moi j'envoie le cochonnet, la balle, tout est parti dans le décor. Je suis nulle. Mais même du badminton, ce que vous voulez comme sport, il y a toujours des gestes techniques ou des gestes qui sont beaux. Et dans le foot, vous avez des artistes, vous avez des magiciens du foot. Je veux dire, qui que ce soit a vu, et quoi qu'on pense de la triche, mais ça c'est très sud-américain quand même, hein, enfin c'est très Amérique du Sud quand même. Qui a pensé que, quelle que soit votre opinion sur Maradona, quelle que soit votre opinion sur qui que vous voulez, si un jour vous avez vu des vieilles images de football de Pelé, personne ne peut contester que c'était des génies. Du foot, une balle au pied, il faisait quand même n'importe quoi. Platini, sa façon de tirer les coups francs, mais c'était à pleurer. Zidane, c'est pareil. Il y a très peu de gens qui arrivent à ce niveau-là. Mais quand vous voyez ces joueurs, même si c'est pas votre équipe, même si c'est pas votre pays, vous les regardez avec des étoiles dans les yeux. D'où mon intérêt pour le foot. Après, le foot français, je regarde beaucoup moins de matchs de championnat de France qu'avant. Déjà, premièrement, parce que c'est plus sur Canal. Avant, c'était sur Canal+, j'ai Canal, donc je pouvais regarder beaucoup de matchs, y compris des matchs tout pourris, entre le 19 et le 20e, où ils arrivaient à faire 0-0 et on se demandait encore comment on avait pu survivre à 90 minutes. Soporifique. Maintenant, c'est sur une autre chaîne et donc du coup, j'ai hors de question que je paye 50 € pour voir des matchs, des matchs aussi mauvais. Mais je suis mes équipes. Mes équipes, c'est simple, c'est Liverpool et l'OM. Voilà, l'Olympique de Marseille et Liverpool FC, pas Everton, les Reds. Je regarde tous les matchs des Reds. Je regarde moins tous les matchs de l'OM parce que c'était sur un diffuseur que je n'avais pas. Mais si c'était sur Canal+, je regardais les matchs de l'OM, ça c'est sûr. Voilà. J'ai pesté maintes fois sur leurs prestations, que ce soit l'OM ou Liverpool. Alors depuis quelques années, il faut dire que Liverpool me régale hein, quand même, il ne faut pas déconner. Moins l'OM quand même, des fois je suis un peu atterrée. Ah bah si quand même. Voilà, mais quand vous aimez une équipe de foot, vous l'aimez. Voilà, moi j'ai jamais sifflé mes joueurs, que ce soit des deux équipes. Hein. Alors là, on va parler de l'OM parce qu'on parle de l'équipe de France, enfin de la France, donc on va parler que de l'OM. J'ai jamais sifflé mes joueurs, jamais, jamais, même le plus mauvais. Et alors, je peux vous assurer que le Pape Fall, qui, contre l'Ajax d'Amsterdam, s'est pris 3 buts en défense parce que c'était un gros blaireau. Ah si, un gros blaireau. Ce soir-là, c'est un gros blaireau. 3-0 contre l'Ajax. Je peux vous assurer que je les ai toujours là et je pense que ça devait être en 88. Alors, faut dire 88, 86. Mais enfin, en tous les cas, c'était dans ces eaux-là. Je les ai toujours en travers de la gorge. Je ne l'ai jamais sifflé. Je siffle pas les joueurs. À la fin du match, j'applaudis. Même si on a perdu 3 ou 4-0, j'en ai rien à foutre. Il faut les applaudir parce que si vous leur criez dessus, moi personnellement, en tant que
qu'individu. Si vous me criez dessus, si j'étais un joueur de foot, vous m'insultez, alors je viens de me prendre la piquette du siècle, on est bien d'accord, mais vous m'insultez, vous me menacez et vous me huez, non seulement je vous fais un doigt d'honneur, mais la prochaine fois, je m'assois sur la pelouse et j'attends que ça passe. Rien que pour vous faire chier. Je vous tends le maillot en disant bah, tu descends, tu viens jouer à ma place, gros con. Voilà. Ça, c'est un truc que je supporte pas. Et ce que j'aime dans le football anglais, c'est que les supporters peuvent se moquer de leur équipe. Je sais pas si vous avez vu. Digression, ça va durer 3 heures sur le foot, hein, avant que j'arrive à PSG. Il y a une vidéo qui est très drôle d'une équipe de foot, mais vraiment qui se débat dans les fins fonds, dans le fin fond des ligues pourries anglaises. Leurs supporters, ils sont, comment dire, sont motivés, les mecs. Hein. Ils ont fait des petits panneaux. Je sais pas si vous avez vu ça. Ils ont fait des petits panneaux avec des flèches. Et en fait, ils sont derrière ils se déplacent d'un gradin à l'autre pour être toujours dans les buts adverses, derrière les buts adverses. Et en fait, ils mettent les flèches derrière le but adverse pour leur équipe en mode c'est là qu'il faut que tu tires, crétinos, il faut que tu tires là. Et ils se déplacent selon où part le ballon. Écoutez, ça va se mourir de rire parce qu'en fait, ils se moquent de leurs joueurs. Mais ils les soutiennent quand même en faisant ça. Donc, dans certains côtés, ils se disent putain, vous êtes vraiment des branques, les mecs, vous n'arrivez même pas à trouver les cages. Et de l'autre côté, ils leur montrent les cages en disant chouchou à droite, chouchou à droite. Et c'est hilarant. Mais ça, c'est des vrais supporters. Voilà, moi, les supporters qui crachent sur leur équipe, je comprends pas. Voilà, donc je suis fan de l'OM, ils perdent, ils gagnent, cette année ils sont deuxième, youpi, voilà. Peut-être qu'ils vont se vautrer en Ligue des Champions, non, sûrement. Rien que ça me stresse déjà. Mais c'est ça, vous aimez un club, vous aimez un club. Moi j'ai des potes qui sont fans du PSG depuis au moins 30 ans, depuis l'époque Canal+. Voilà. RTL, enfin le maillot historique là qu'ils ont ressorti depuis la Ligue des Champions, là, le RTL. Vraiment qui sont fans de foot et qui sont fans du PSG. On s'est jamais écharpé, hein, on n'en est jamais venu aux mains ou à s'insulter, on se tanne. Je les ai bien fait chier pendant des années avec ma Ligue des Champions. Bon, voilà, maintenant on est à 2-1. Parce qu'il faut quand même pas oublier que le PSG a quand même gagné, à l'époque c'était la Coupe des Coupes. Voilà, donc ils ont 2 coupes européennes, même si la Coupe des Coupes n'existe pas. Bon, après en Ligue des Champions on est à 1. Bon, ils ont mis plus de temps que nous à la gagner, les pauvres. Mais si vous savez, vous connaissez que PSG a été créé en 70, en gros, vu que l'OM a été créé à la fin du 20e, enfin on va dire, 1900 pour faire un compte rond, un peu avant, voilà, bon, on a mis beaucoup plus de temps. Après, les Ligues des Champions n'existaient pas. On est bien d'accord sur la question. Voilà. Mais bon, on a mis un peu plus de temps. Moi, ça ne me gêne pas dans l'absolu. Moi, mes potes, ils m'ont chambré quand ils ont gagné. Moi, déjà, à 2-0, je suis allée me coucher. C'est un peu comme l'équipe de France qui a gagné en 98, vous voyez. Moi, j'ai auto-ventilé à 2-0, je me suis dit non, n'y va pas. Va pas t'infliger ça quand même. Voilà, donc je suis allée me coucher comme pour France-Brésil. Je suis allée me coucher à 8 ans, je me suis cassée. Là, je me suis cassée à 2-0, je me suis dit non, tu peux pas, ils vont gagner. Donc il y avait tous les signes avant-coureurs pour qu'ils gagnent. L'équipe tournait bien depuis janvier. Ils avaient de très bons joueurs. Ils s'étaient débarrassés du chat noir. Ah bah si, c'est un chat noir. Il a tous les aspects du chat noir, monsieur. Hein. Pauvre garçon. Voilà, il n'est pas prêt de gagner un ballon d'or cette année encore. Ils avaient tout. Ils allaient jouer à Munich, où l'OM avait joué. Ils jouaient contre une équipe de Milan, comme l'OM. Alors nous, c'était Milan AC, eux, c'était l'Inter. L'Inter, ils avaient fait un bon parcours. Mais honnêtement, ils n'avaient pas fait le parcours que le PSG a fait contre les équipes anglaises, hein, y compris Liverpool. Ah ben là, moi j'ai avalé la pilule double fois. Hein. Voilà. Je me suis dit, c'est impossible qu'ils perdent. Moi j'avais dit à mes potes, hein, si vous perdez contre l'Inter de Milan en finale cette année, ne venez plus jamais à la Ligue des Champions, quoi. C'est pas la peine. Vous survolez 3 ou 4 équipes anglaises, vous avez une très belle équipe qui joue bien, qui vraiment, c'est une belle équipe à avoir joué, ils jouent très bien. Enfin, je veux dire, si vous aimez le foot, c'est impossible que vous me disiez que PSG joue mal. Ou alors, vous n'êtes pas objectif. Voilà, il faut être objectif. Moi, je suis objective avec le PSG. Je les aime pas forcément, parce que c'est pas mon équipe. Mais comme j'aime pas Nantes, comme j'aime pas Saint-Etienne, comme j'aime pas Lyon quand ils jouent contre l'OM, enfin, je veux dire, arrêtez. Mais j'en suis pas à la haine.
je chambre mes potes. Bon, maintenant, ils me chambrent. Là, on en a pour au moins 10 ans. Hein. Ils vont me chambrer pendant au moins 10 ans. Mais on s'amuse. Voilà, à la fin du chambrage, on n'en est pas aux mains, on n'en est pas à s'insulter. Moi, j'ai arpenté des stades de foot, notamment PSG, enfin, en tous les cas, le Parc des Princes. Et j'espère pour PSG et pour Paris qu'ils ne vont pas partir du Parc des Princes, parce que c'est quand même leur fief, c'est quand même chez eux. Et puis ça m'emmerderait de voir PSG jouer ailleurs au Parc des Princes, qui est une très belle enceinte. Vraiment, c'est une très très belle enceinte. Alors peut-être qu'ils veulent s'agrandir parce qu'ils pensent qu'ils vont être toujours plus grands, ils ont raison. Mais c'est tellement dommage de perdre son âme quoi, pour du fric, en fait. En plus, cette année, ils vont quand même avoir le Paris FC en Division 1, enfin en Ligue de France. Donc ça va être sympa en fait de voir ça. Moi je trouve que c'est assez drôle de voir un Paris FC qui est un bon club, hein, qui était un bon club, arriver à la Ligue et pouvoir un jour faire un vrai derby Paris-Paris. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pensé, de la victoire de PSG? Bah, j'étais contente parce que j'étais pas contente pour le club. Commencer par aller, enfin, n'imaginez même pas que j'ai sorti le drapeau du PSG et que j'ai sabré une bouteille de champagne, même pas en rêve. Mais j'étais contente pour le foot français. C'est-à-dire, je me suis dit, depuis le temps qu'ils y courent après, ils devaient l'avoir. Voilà, ils n'ont pas démérité les autres années, ils sont déjà arrivés en finale, ils ont perdu, mais ils ont comme nous, hein, quand on a été contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc, ils avaient le parcours similaire de l'OM. Et je me suis dit, c'est pas possible, ils vont pas perdre là. Après, gagner de cette ampleur-là, bon, l'Inter de Milan, je sais pas, ils ont ramassé les fraises à la mi-temps ou quoi. Bon, bref, mais ils méritent de gagner. Largement, ils méritent. Voilà. Et ça ne peut apporter que du bien au foot français. Voilà, parce que si une équipe comme le PSG gagne la Ligue des Champions, il y a des gens qui vont vouloir venir jouer au PSG en se disant putain c'est Paris, ils ont gagné la Ligue des Champions, donc cette année je vais ils vont la jouer puisqu'ils sont premiers du championnat. Mais ils vont arriver en Ligue des Champions avec l'aura du champion en titre, c'est-à-dire tous les clubs vont vouloir leur bouffer la gueule. On est bien d'accord sur la question. Même les nouilles du fin fond du truc, ils vont se dire ah si on peut choper Paris, on pourra dire ouais on a gagné contre le champion. Voilà, mais ça a toujours été ce genre de truc. C'est pas parce que c'est Paris, c'est toujours été. Et je me suis dit s'ils arrivent à faire ça, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui vont vouloir venir jouer en championnat de France pour pouvoir se confronter aux joueurs parisiens. Ou peut-être jouer à PSG. Bon, après, ils ont une bonne équipe. Ils ont besoin d'un ou deux renforts, hein, pas plus. Il ne faut pas qu'ils changent trop l'équipe, vu ce qu'ils ont. Hein. C'est vraiment très con de faire ça. Mais c'est normal. Donc, si vous attirez des joueurs, parce qu'ils vont vouloir jouer contre le champion, le tenant du titre de la Ligue des Champions, ça peut faire que du bien au foot français. On est bien d'accord sur la question, ça peut amener que des bons joueurs dans le championnat de France et d'avoir des meilleurs matchs, et pas se faire chier avec des 0-0 ou en mode vous êtes assoupi une demi-heure, vous n'avez même pas loupé un corner parce qu'ils sont restés au milieu à jouer aux petits soldats. Voilà. Non, il y a eu des matchs particulièrement sporifiques. Moi, il y en a un, j'ai failli crever. Hein. Je me suis dit non, mais je ne vais pas le regarder jusqu'à la fin. Il faut vraiment aimer le foot, hein, je vous le dis. Donc moi j'étais ni contente ni défaite de que PSG gagne. C'était bien. Voilà. Après j'ai fait comme beaucoup de Marseillais, je me suis mis en mode avion. Ah bah le lendemain j'ai accepté 3-4 trucs de mes potes, des vannes, après je me suis mis en mode avion pendant au moins une demi-journée, parce que je me suis dit je vais m'en prendre plein la gueule toute la journée, ça va m'énerver quand même. Voilà. Mais non, j'étais pas contente, j'étais fière que ça soit un club de Français qui gagne. Voilà, c'est tout. Après, ça aurait pas été la même mayonnaise si PSG avait rencontré Liverpool. Voilà, parce que Liverpool, c'était forcément mon équipe. Donc forcément, ils auraient gagné contre Liverpool. Je vous raconte même pas. Non, là, j'étais pas du tout contente, pas du tout. Mais je me suis dit, deuxième club français qui gagne une Ligue des Champions, ça peut être que bénéfique pour le foot français. Voilà. Après, est-ce que je porterai un maillot du PSG dans ma vie? Non. Comme
aucun supporter du PSG mettra un maillot de l'OM. On est bien d'accord sur la question. Mais j'ai pas cette comme certains ont, on le voit des fois, même dans les tribunes de l'OM, enfin du stade Vélodrome, ou au Vélodrome, ou au Parc des Princes, c'est vraiment, quelquefois, il y a des gens qui ont vraiment une haine absolue du club de la capitale ou Marseille, comme les Lyonnais détestent les Stéphanois. Moi, j'ai jamais eu ça dans le foot. J'ai vu, quelquefois dans le foot, cette haine de l'autre, cette volonté d'aller en découdre pour casser du Marseillais, casser du Parisien, casser du Stéphanois, du Bordelais, ce que tu veux. Mais non, moi j'ai pas ça. C'est-à-dire que j'ai pas été élevée comme ça. C'est-à-dire que moi, mes grands-parents m'ont toujours dit c'est le meilleur qui gagne à la fin. Quelquefois, c'est pas forcément le meilleur parce qu'il va avoir un coup du sort, machin, mais il faut respecter il faut respecter le score. Tu peux rien y faire. Et au contraire, toujours supporter ton équipe parce que y a des hauts et des bas. Et en fait, si tu aimes cette équipe-là, il faut la supporter tout le temps. Voilà. Et une des plus belles choses que un de mes grands-pères m'a marqué sur une carte de Noël, il m'a dit, c'était d'ailleurs la dernière carte de Noël que j'ai reçue de lui, il m'avait souhaité plein de choses belles pour ma vie, hein, de petite fille, de jeune ado, et à la fin il m'a mis puisses-tu supporter l'OM et Liverpool toute ta vie avec le même bonheur que tu l'as maintenant. Voilà. Et l'OM était juste remonté en Ligue 1. Liverpool venait de se taper le SL. Et après Iboro derrière. Inutile de vous dire que c'était pas la plus belle période de ma vie quand même. Hein. Voilà. Mais c'est ce genre de choses que je retiens moi pour le foot. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. Voilà. Clem m'a dit, ah oui, il faut que je dise quand même que Clem m'a dit ça parce qu'elle était fan du PSG, que son mec aussi était un abonné au Parc des Princes. Voilà. Donc j'ai gagné un supporter de plus. Oh ben là oui, j'ai encore un pote de plus là. Mais bon, écoutez, le foot c'est le foot, c'est juste du sport. Hein. Il n'y a pas mort d'homme. Vu le contexte actuel, on est bien d'accord sur la question qu'il y a beaucoup plus grave dans la vie et beaucoup plus grave dans le monde avec tous les tarés que nous tapons, avec des gens qui ne réfléchissent pas plus loin que leur... je suis vulgaire, non je peux pas dire ça sur YouTube, ils vont, en fait l'appendice masculin en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a certains pas plus loin que ça. Hein. Voilà. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Donc écoutez, moi le monde ne me va pas et puis je le vois pas bien arriver. Voilà. Et peut-être mon appétence pour l'histoire et pour certaines périodes d'histoire, etc., je vois pas ça d'un très bon œil. Voilà. Mais je reste positive parce que je me dis que finalement, en gros, sur 8 milliards de personnes, il y a peut-être, on va dire, allez, 200 000 gros connards. Oui, on inclut les fanatiques et tout ce qui va avec. Allez, 1 million de gros connards, ou peut-être, allez, 10 millions de gros connards sur 8 milliards. En gros... Vous voyez ce que je veux dire? Si on descend sur un terrain de foot, on va leur mettre une branlée du siècle. Voilà, il suffit juste que les 7 milliards se révoltent. Et ils vont le voir passer, les autres. Voilà, mais jusqu'à présent, les gens ne se révoltent pas, machin, ou se révoltent mal. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est comment aboyer avec la caravane qui passe sans faire d'action véritablement intelligente derrière. Voilà, on peut gueuler, si on ne fait pas d'action vraie, et qu'on ne change pas avec une petite touche quelque chose, c'est ridicule. Voilà. Mais le foot, c'est du sport, quoi. Et à la fin, comme disait Lineker, à la fin, c'est un jeu qui se joue à 11 joueurs et c'est toujours l'Allemagne qui gagne à la fin. Les guerres aussi, d'ailleurs. Ils se réarment, vous avez vu? C'est grandiose. Mes potes à Berlin, ils sont morts de rire. T'as vu, on se réarme, et t'as vu, on a demandé les Jeux Olympiques en 2036. J'ai dit, vous allez fêter le 100e anniversaire des Jeux de 36 de Berlin? Ça nous a fait rire, mes jaunes. Regarde. Ça nous a fait rire, mes jaunes. Eux, ils sont là. Mais non, en fait, t'es con. Enfin, vous vous réarmez, les mecs, quand même. Ils sont pliés en quatre. J'espère que c'est juste une facétie. Allez, Lisa Papote numéro 2, c'est fini. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous avez le droit de redemander des questions parce qu'à partir de septembre, je le ferai tous les mois. Hein, donc ça m'amuse beaucoup. C'est très drôle à faire. Et puis, je vous dis, septembre, le premier, c'est la question de Laura. Donc,
qui parle plus de la montée du nazisme du XXe et le monde actuel. Et le deuxième, c'est quels sont les sujets et thématiques dont tu ne parles jamais en public. Ben, vous allez voir, je vais faire la liste, entre autres. Mais bon, ça peut être très drôle de discuter, puis n'hésitez pas à poser d'autres questions. Voilà. Et puis, pour l'avis sur les violences dans le foot, je pense que intrinsèquement, vous avez compris avec l'histoire du Heysel ce que j'en pensais. Voilà. Allez, bah ouais, mon club a beaucoup morflé, et l'OM a morflé aussi, hein. On a eu la tragédie de Furiani, etc. Donc inutile de vous dire que, franchement, mes deux équipes ont payé le lourd prix des connards dans un stade. Voilà, donc il n'y a pas à tortiller. Mais je descendrai toujours d'un quart pour défendre mon équipe. Et les supporters qui en valent la peine. Les autres, ils se démerdent. Ils sont assez grands. Bisous, bisous, à bientôt, ciao et bon été.